Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Extraterrien, le podcast qui interviewe les athlètes hors du commun. Dans cet épisode, on part à la rencontre de Julie Bresset à Pontarlier dans le Jura. Si tu ne connais pas Julie, sache qu'on l'a appelée la petite reine du VTT, tant son ascension a été fulgurante. En effet, jeune, elle a tout gagné et tout remporté. Elle a vraiment surfé sur le succès. Elle prend rapidement la tête de l'équipe tricolore et fait la une des magazines. Le Graal arrive pour elle en 2012, alors qu'elle a seulement 23 ans, puisqu'elle est championne olympique de cross-country et championne du monde quelques semaines plus tard. Alors qu'elle est au sommet, elle fait, en 2014, un grave burn-out. Son corps ne répond plus et elle ne peut plus bouger. À la suite de ça, elle va enchaîner les pépins physiques et de santé. Blessures, tendinites, inflammation, mononucléose, plein de soucis qui font qu'elle ne reviendra jamais à son top niveau. Malgré tout ça, Julie m'a affirmé qu'elle était heureuse et qu'elle s'en était sortie. Elle pense même qu'elle n'aurait pas pu performer aussi longtemps à ce niveau-là. Elle n'a aucun regret et elle nous partage ses routines du bonheur dans cette vidéo. Je te recommande vraiment cet épisode si t'es passionné de VTT et même passionné d'endurance parce que Julie, c'est une passionnée d'entraînement. C'était un épisode doux et authentique, tu vas le voir, rempli de bon sens et qui fait du bien à la tête. Donc merci d'être là. Si t'aimes cet épisode, pense vraiment à t'abonner à la chaîne, que ce soit en vidéo sur YouTube ou en audio sur Apple Podcast ou Spotify ou Deezer. Et si tu veux voir les coulisses du podcast, tu peux nous retrouver sur le compte Instagram extraterrien.podcast. Je te mets le logo juste ici. Je t'embête pas plus et je te dis très bon épisode. Ciao. Salut Julie. Salut. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Ouais, écoute, merci infiniment de ton accueil. On est chez toi, dans les petites les petits alentours de Pontarlier, petite terre de champion comme on se disait. Oui. Et là où tu peux beaucoup rouler aussi. Oui, c'est sympa ici. Voilà. Ouais. On va dire que c'est une région qui m'a adoptée. Hein. Ouais. La Bretagne, c'est sûr, c'est mes racines, mais je me plais bien ici. Alors, est-ce que on fait plus de dénivelé ici, à Pontarlier, qu'en Bretagne, du coup ? Eh ben non. Ouais. J'ai autant de dénivelé que j'avais en Bretagne, en fait, sur des sorties 3 heures, par exemple, en route. Parce qu'en fait, en Bretagne, c'est que des coups de cul très raides. Ici, j'aurai des montées de 5-6 km que j'ai pas en Bretagne, mais en fait, je m'y retrouve en dénivelé. Ok, ouais, quand on fait le cumul, finalement... Oui, pareil. Ok. Eh ben, ça m'étonne pas parce que j'ai fait quelques trails effectivement, notamment sur les côtes normandes et bretonnes, et ça, on est vite surpris. Ça casse les pattes. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et je m'entraînais souvent à Belle-Île aussi, tu vois, sur le bord de la côte là, magnifique, en face de Cap-Breton, et ça casse les jambes. Hein. Ouais. Donc je te comprends. Et donc du coup pareil en vélo. Oui. Ok. Ouais. Et tu préfères les paysages là-bas ou ici ? C'est différent. J'adore les deux. Après, c'est vrai que mes sorties préférées, c'était quand même au bord de mer, en vélo de route, où je longeais la mer, le sentier côtier. Là, c'était magnifique, quoi. Selon le vent aussi, parce qu'en Bretagne, c'est quand même un paramètre à prendre en compte. Et puis après, en VTT, c'est complètement différent. Moi, j'adore quand même les racines, les forêts un peu humides qu'il y a en Bretagne, que je retrouve un peu moins ici. Okay. Bon, voilà, je suis un peu partagée, mais... Ok. Ça, au moins pour ma deuxième partie de ma carrière, on va dire, pour finir ici, c'était sympa de redécouvrir, même de découvrir d'autres parcours d'entraînement. Ok. Donc en fait, ça a été pour, on va dire pour finalement presque progresser dans d'autres domaines techniques. Puis j'imagine ça doit permettre d'éviter la lassitude et remettre une couche de plaisir aussi. Ouais, c'est pour ça. Donc on va dire j'adore les deux. Ok. Et t'as dit que tu faisais du vélo de route dans ta prépa ? Oui, c'est vrai que je parle de vélo de route, mais c'est quasiment 50%, hein, c'était dans ma préparation. Parce qu'en fait, en volume horaire, on fait beaucoup plus de vélo de route parce que c'est beaucoup moins usant, fatigant, et pour faire l'endurance, c'est plus facile. Okay. Qu'en VTT, on monte vite dans les tours, le cardio monte vite. Donc, je faisais moins, en termes d'horaire, en fait, je faisais moins de volume en VTT. Ok. Et le vélo de route, ça apporte énormément pour nous, hein, en termes de puissance, même pour travailler les sprints, l'explosivité. On fait beaucoup d'exercices de qualité sur route. Ok. Ça te permet, en fait, si je comprends bien, de pas te concentrer sur la technique de VTTiste, mais vraiment de te concentrer sur les valeurs fondamentales de l'athlète, quoi. Oui, c'est ça. Vraiment ta PMA, ta VMA. Voilà, exactement. Ouais. Okay. En fait, souvent on dit l'hiver, on se fait la caisse avec le volume foncier et on le fait sur route. Ok, waouh. Et tu te souviens la saison où tu as fait le plus de bornes ? Combien tu as fait à peu près ? Ah, ça, je sais pas, je pourrais pas dire. Ouais, j'ai toujours calculé en horaire. Ok. Ouais.
Ah, tu comptes en heures? Ouais. Et ça donne combien? Alors, on va dire les plus grosses semaines, j'ai été jusqu'à 25 heures. Waouh. Donc ça, c'était pas mal, ouais. Bon, après, c'était sur des stages avec des bonnes conditions en Espagne, avec Ouais. l'équipe de France, voilà. Ouais. Là, on peut se permettre. Ouais, c'est Et pas on en... fait du bi-quotidien aussi. Et Ouais. ça fait, ouais. C'est pas en plein hiver à Pontarlier, quoi. Non, 25 c'est heures ça. dans le Ouais, froid, ouais, ça ouais, doit ouais. piquer. Hein. Mais par rapport à d'autres sports, au final, ça reste correct. Mais moi, en VTT, c'était mes plus grosses semaines, quoi. Sinon, Ok. j'étais à 15 heures, moyenne. Ok, 15 heures en moyenne. Mm. Ouais, c'est costaud quand même. Oui, déjà, si on fait à côté, parce que voilà, il y a aussi l'hygiène de vie qui compte énormément et il y a aussi les soins, la récupération. Donc, en fait, ça fait des semaines. Enfin, moi, je m'accordais un jour de repos par semaine, mais le reste, c'est tout le temps. C'est H24 qu'on est concentré quand même pour être rigoureuse et puis être performante le dimanche, quoi, en compétition. Ouais, bien sûr, Mm. tous les efforts Oui, invisibles non, hein, qu'on voit pas. ouais. Et à quel point l'entretien technique du vélo, il prend de la place? Je me rends pas compte. Moi, justement, avant de me mettre au triathlon, je détestais la mécanique, Ouais. tu vois. Et c'est en achetant un vélo qui coûte cher, tu vois, en voyant les copains, en prendre soin, les nettoyer, les regarder réparer, apprendre à réparer une chaîne. Même au début, juste changer une chambre à air, ça me faisait peur. Ouais. Et en fait, j'y ai pris goût et ça prend quand même un temps monstrueux. Et je me dis, en plus, dans le VTT, tu dois plus souvent avoir des petits pépins ou des petits réglages ou des choses à réajuster. Je me rends pas compte, sur une semaine, tu saurais te dire un peu toutes les tâches, enfin, tout le temps que ça te prend et toutes les petites tâches qu'il fallait y consacrer. On va dire, après chaque sortie, je faisais vraiment attention à ce que le vélo Ouais. soit nickel, soit prêt pour repartir le lendemain. Donc, s'il y avait une crevaison, voilà, une chaîne un peu vrillée, des choses comme ça, j'essaie de faire moi-même ma mécanique. Ah ouais. Après, souvent, l'idéal, c'était des fois de amener mon VTT d'entraînement, parce que voilà, j'ai toujours eu 2-3 VTT auprès de mon équipe et qui me le refaisaient nickel aussi pour la maison. Ok. Donc, ça va, j'arrivais à gérer, mais c'était plus, on va dire, de l'entretien, du nettoyage que je faisais quand même. Ouais. Assez soigneusement, mais c'est hyper important, voilà, la mécanique. Moi, j'ai jamais été trop perfectionniste, on va dire, sur le matériel. J'ai appris à découvrir, et c'est surtout quand j'ai eu, on va dire, du matériel très haut de gamme, qu'il y a eu une différence en fait énorme sur mes performances. Ouais. Mais avant, j'ai acquis en fait un niveau physique qui m'a permis déjà d'atteindre de très belles performances. Et après, quand on m'a mis un VTT au niveau en fait de mes perfs, en fait là j'ai explosé en fait vraiment dans les résultats. Donc le matériel est très important, mais il faut aussi que ça soit en adéquation avec aussi ce qu'on aime, nos sensations, et ça vient avec l'expérience. Voilà, j'ai appris aussi sur le terrain. Ok. C'était à quel âge à peu près cette différence de matériel? Donc ouais, mon premier contrat pro, donc j'étais en espoir 20 ans. 20 ans. Ok. 20 ans, ouais. Ok. Là, on va dire ça a été le VTT carbone, ouais, un truc de fou quoi. J'ai fait ouais. Et qu'est-ce qui change dans les grandes mesures? C'est le poids, c'est je sais pas, le groupe qui est plus efficace, j'en sais rien. Oui, c'est un ensemble, mais oui, la première chose c'est le poids. Ok. Ouais, 1 kilo sur un VTT, c'est énorme. Ouais. Maintenant, on arrive à des VTT qui, voilà, ils arrivent tous quand même à égalité. Ça, c'est impressionnant, hein, comment ça progresse chaque année. Même des fois, ça nous dépasse presque, quoi, ce qui sort en mécanique. Enfin, ouais, c'est des formules, hein, quoi, nos VTT maintenant. Voilà, en roulant tout suspendu, 29 pouces, tige de selle télescopique. Enfin, voilà, quand j'ai gagné les JO, c'était semi-rigide, 26 pouces. Enfin, c'est fou, quoi. Dans ma carrière, déjà, l'évolution qu'il y a eu sur mon VTT. Ouais. Et c'est sûr qu'au début, être très technique et avoir un VTT léger, ça faisait des différences énormes. Ouais. Et du coup, là, tu vois que les différences de matériel se resserrent. Ouais, complètement. Ouais. Okay. Maintenant, tout le monde a un VTT quand même hyper performant. Ouais, ok. C'est hyper intéressant. Ça, c'est vrai que j'avais pas vu du tout comme ça. Et ça fait quoi la première fois qu'on utilise un VTT hyper performant? La sensation de voler. Moi, ça a été ça. Ouais. C'est tout bêtement, ça vraiment. Ça a multiplié en fait, mais ouais, je sais pas, mais ouais, mes sensations vraiment de
de dépasser les autres. Enfin, je sais pas, c'était vraiment impressionnant sur le coup de pédale en fait. Voilà, je sais pas trop expliquer, mais je l'ai vu assez vite sur les premières saisons. Ouais. Et est-ce que tu reviens à des VTT moins bien dans ta saison pour, je sais pas, redécouvrir cette sensation de voler ou refaire, tu vois, je sais pas comment dire, mais tu sais, on voit souvent les sprinteurs s'entraîner avec du poids Oui, pour qu'une fois qu'ils le libèrent, ils deviennent beaucoup plus performants. Ouais. Est-ce que, je sais pas, dans le VTT, on peut faire la même chose avec s'entraîner avec un vélo moyen pour ensuite avoir un VTT performant et partir hyper vite? Bah ça, c'est intéressant. Et moi, en fait, j'ai toujours eu un VTT d'entraînement moins performant que celui de compétition. On a toujours gardé celui de compète avec vraiment le matériel tip top, les réglages vraiment juste pour les compétitions, adaptés pour certains parcours. Par exemple, même le VTT d'Igio, il était juste fait pour cette course. Donc j'ai toujours eu des VTT prêts pour les jours J. Donc à l'entraînement, je faisais avec ce que j'avais. Voilà, si j'avais pas forcément des roues carbone, par exemple, aucun intérêt en fait. Là, je cherchais pas à aller à gagner des coms ou des choses comme ça. Ouais. Voilà, on cherche pas la performance. Enfin, moi, j'ai jamais cherché à dépasser des chiffres, à battre mes records personnels, même si c'était intéressant, mais c'était toujours mes sensations qui m'intéressaient. Et moi, j'ai vraiment cherché ça à l'entraînement avec n'importe quel matériel que j'utilisais. Avoir les meilleures sensations possibles. Et donc le dimanche, quand on a un VTT qui va être un peu plus léger, les roues carbone, tout ça, bah là, enfin moi cette différence est toujours appréciée. Ouais. Et ça joue énormément sur la course. Qu'est-ce qu'ils avaient t'as dit que pour les courses, les vélos avaient des réglages spécifiques pour une course. T'as mentionné ta victoire au jeu et dire que le vélo était préparé pour cette course. Qu'est-ce qui l'avait de spécial, le vélo, ce jour-là? Alors, si on doit rentrer dans la technique, le réglage de suspension. Vraiment millimétré pour le parcours, pour la taille des cailloux qu'il y avait, pour que je sois le moins fatigué possible. Et ça, c'est beaucoup de tests en amont. En fait, c'est vraiment aller chercher des cartouches spécifiques, personnalisées pour un parcours. C'est les pneus, par exemple. On va les chercher vraiment, mais le pneu le plus léger, mais aussi qui soit résistant pour le parcours, la gomme qui va bien. Et on peut pas l'utiliser en fait sur d'autres parcours que celui où on a choisi. Ça va être des détails comme ça. On va aller chercher la légèreté, un peu de visserie, des choses peut-être parfois un peu fragiles. Faut pas trop jouer non plus, mais on peut se permettre sur une course. Sur une course. C'est hyper intéressant. Et du coup, plus t'as de cailloux, plus tu serres tes suspensions. Ou l'inverse? Pas forcément, non. Des fois même on va ouvrir plus, mais on va chercher plus de sensibilité en fait. Moi j'ai toujours aimé ça par exemple, c'est de pouvoir aller le plus vite possible, mais vraiment de sentir que je roule sur des œufs un petit peu, mais je ressens rien quoi. Mais après chacun a sa façon de piloter. Moi j'ai jamais trop aimé avoir trop de débattement. J'aime les vélos quand même qui envoie. Enfin voilà, même si je bloquais mes suspensions, il fallait vraiment que je sente qu'il y avait beaucoup de résistance. C'est intéressant. Et donc tu cherchais plus de la fluidité et une certaine forme de confort plutôt que de la force. Et vu que j'étais à l'aise en technique, j'arrivais vraiment à être fluide et je sentais des fois mais rien, enfin dans les descentes, voilà. Après il y a le corps aussi, hein, voilà, vu que j'étais à l'aise, j'étais aussi très souple, donc aucune perte d'énergie quasiment dans les parties techniques. Parce que c'est vrai que quand on vous voit à la télé, on se dit mais le corps il prend de ces chocs dans la tronche. Et tu vois, j'ai rencontré Myriam Nicole, tu vois, qui fait du VTT de descente. Et on parlait effectivement, tu vois, de certaines descentes où elle me dit, il y a certaines descentes dans la saison où elle me dit, je pars à la guerre là parce qu'en fait, je vais en prendre plein de coups dans la tronche, je vais sortir, je vais avoir mal partout. C'est une sensation qui est aussi intense peut-être en cross-country ou peut-être moins qu'en VTT de descente quand même. Non, beaucoup moins. Après, on a des parcours qui évoluent et qui sont en adéquation avec les VTT aussi qu'on retrouve aujourd'hui.
Donc, des marches plus hautes, des sauts, qui dit VTT tout suspendu. Donc, on est obligé d'avoir plus d'amortisseurs, en fait, enfin de suspension, voilà, qui soulage le VTT, mais aussi notre corps. Donc, maintenant, on voit des athlètes qui se préparent encore plus physiquement pour les Coupes du Monde. Donc, beaucoup de prépa physique. Mais en DH, ils en font 2-3 fois plus que nous, quoi. La muscu, tout ça. C'est obligatoire, quoi. Voilà. Il faut maintenir le VTT. Donc, eux, c'est vrai que les bras, par exemple, on voit, ils sont souvent tétanisés à la fin d'une descente. Avec les doigts qui serrent sur les freins. Nous, c'est très rythmé. Ça monte, ça descend. Donc, on a des temps de récup. Et avec un gainage qui est très bien suivi tout au long d'une saison, ça va bien. Ouais, ok. Et à la fin d'une course, c'est quoi? C'est vraiment les quadris, toi, qui sont carbonisés? Ouais, toujours les cuisses. Moi, c'était vraiment ça. Ouais. J'ai toujours ressenti, là. Mes mollets, jamais, par exemple. Des fois, je me disais, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de mollets. Tout, vraiment tout dans les cuisses. Ouais, mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux types de cyclistes, parce qu'avec mes copains, j'en parlais, il y a ceux qui prennent tout dans les quadris, et ceux, c'est plutôt, les autres, c'est mollets, ischio. C'est rigolo, ça. Ouais. Et, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs comment se passait, à quoi ressemble une épreuve de VTT cross-country, et comment est-ce qu'on gagne, tu vois, concrètement, pour ceux qui sont un tout petit peu moins adeptes de la discipline? Sur une Coupe du Monde, on va être entre 70 et 80 femmes environ. Donc c'est déjà bien. Ça fait vraiment un beau peloton. On va dire que 20 femmes vont quand même être de niveau quand même similaire. Souvent, chaque année, on voit qu'il y a une domination. C'est marrant, ça tourne énormément chez les femmes par rapport aux hommes. Il y a des femmes qui vont dominer une saison et l'année d'après, elles sont loin. Enfin, après, ça, on va dire, c'est plus de la physiologie. Mais donc voilà, après, on part tout ensemble. C'est vraiment un départ à bloc. Donc la mise en grille est très importante. Donc d'où le fait de courir même sur d'autres courses internationales pour aller marquer des points UCI. Et plus on a de points UCI, plus on est bien classé et plus on a une mise en grille plus importante. Et le départ, c'est primordial. Donc c'est 1, 2, 3 partez et c'est à bloc pendant 1h20. 1h20 de course, c'est le temps qui est validé maintenant par l'UCI. Aujourd'hui, on a aussi maintenant une short track. C'est une course de 20 minutes qui a lieu 2 jours avant la Coupe du Monde. Donc là, c'est les 40 meilleurs pilotes mondiaux qui ont droit de courir à cette course. Et ça va en fait déterminer les 3 premières lignes pour le dimanche. Et c'est 8 par ligne. Donc en fait, maintenant, la short track, elle est vraiment... tout le monde joue le jeu. Au début, quand ça a été lancé, il y en avait qui chantaient pour se réserver pour le dimanche. Maintenant, en fait, c'est une Coupe du Monde, c'est on court le vendredi, on court le dimanche. Je savais pas donc ça. Donc ça a changé énormément. Ça a été sur ma fin de carrière. Donc moi, j'en ai pas fait tant que ça. Parce que vu que j'avais été blessée avant, en fait, j'avais du mal à remonter dans le classement. Donc malheureusement, j'étais dispensée de faire la short track le vendredi. Et le dimanche, je partais toujours un peu loin. Donc j'ai mis un peu de temps à revenir dans le classement mondial. Mais... Du coup, si je comprends bien, t'as les 8 premiers de short track, enfin les 8 premières qui vont être mises sur une ligne et qui vont être mis sur une ligne, les 8 ensuite sur une ligne d'après, encore 8 et ensuite c'est tout. Après c'est classement mondial, voilà. Donc en gros, faut finir dans les 24 sur 40 à la short track du vendredi pour être dans les 3 premières lignes. Et la short track c'est pareil, c'est un mass start. Donc là on va être sur un parcours très roulant. Très rapide, très spectaculaire. C'est un tour, ça fait 2 minutes. Donc environ 10 tours à fond, donc c'est très tactique. Les gens aiment, et puis maintenant les coureurs aussi aiment beaucoup ce format de course. Ça rajoute un petit peu de suspense et de j'imagine d'action aussi. Et en 1h20, vous faites combien de kilomètres sur la course? Alors principale? pareil, c'est pas en kilomètres, c'est vraiment ça va dépendre du nombre de tours, c'est ça? Le temps qu'on met par tour. Les conditions aussi, pareil, en VTT, ça joue énormément. S'il pleut, on va mettre 5 minutes de plus, ça va glisser, la boue, tout ça, c'est des paramètres qui vont faire que le temps de course va au bout d'un tour, en fait, ils déterminent le nombre de tours généralement. C'est au bout d'un tour qu'ils déterminent? Ça dépend. Des fois, ils arrivent à déterminer, mais ça dépend de la météo.
D'accord, ok. Ouais, des fois, ça peut Donc changer. tu commences la course, tu sais pas combien de... Bah, ils essayent quand même de déterminer le nombre de tours, mais souvent, ça se passe un peu comme ça, des fois, ouais. Ouais. Ok, Ouais. ok. Bon, après, on a une idée, hein. Souvent, tout le monde fait quand même un tour rapide en reconnaissance aussi, voilà, parce que c'est intéressant pour voir les parties où on est un peu dans le rouge, pour se préparer avant le jour J, c'est bien. Donc, on sait à peu près le temps qu'on va mettre quand même par tour. On arrive quand même à savoir. Ok. Ce qui nous attend. Ouais. Et en moyenne, en général, ça fait quel ils font des boucles assez courtes maintenant, parce qu'ils veulent vraiment que ça soit télévisuel. Ouais, moins que ça. On est sur du 4-5 km. Ouais. Okay. Avant, c'était plus long. Ouais. Ok, mais d'accord. là, maintenant, ils condensent vraiment. Plus il y a de boucles, mieux c'est, plus c'est spectaculaire. Ouais. Et donc, ça te fait quand même beaucoup de boucles. Ouais, des fois, on a 7 tours. Ok. 7 tours, ouais. Okay, c'est pas marrant. Des grosses moyennes. C'est parce marrant, que il y a il y a du dénivelé par tour. Ça dépend des parcours, mais ouais, c'est vite dur. Et puis techniquement, on va pas si vite que ça aussi, ça dépend. Ouais, bien sûr. C'était quoi, toi, tes parcours préférés? Alors moi, par exemple, c'est Nové Mesto, en République tchèque. Okay. C'est vraiment une épreuve que j'adorais parce que c'était que du sous-bois, que de la racine. Et quand c'était un peu humide, en plus, moi, c'était les conditions que j'adorais. Ok. Pourquoi ça me rappelait déjà un peu ma Bretagne. Voilà, les styles comme je disais, de single que j'aime. Et puis, en fait, ça m'allait bien, quoi. Moi, techniquement, les racines, je me débrouillais, j'excellais vraiment là-dedans, quoi. Donc, la différence, elle se faisait aussi techniquement sur ce parcours. Donc, ça m'a toujours bien réussi. Ok. Est-ce que tu saurais expliquer à moi qui suis novice, tu vois, comment on peut faire la différence dans les racines? Toi, tu passes tout droit et tu essayes d'être légère, entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est un peu être un chat, quoi. C'est jouer avec le terrain, jouer avec son vélo. Et d'ailleurs, c'est toujours ça qui m'a plu aussi dans le VTT. C'est vraiment de m'amuser, c'est un sport ludique et il faut le garder, ça aussi, en compétition. Donc moi, en fait, dès que je rentrais dans des sous-bois, les racines, en fait, je m'amusais. Ouais. Et donc forcément, quand on s'amuse et que ça va bien, on gagne des secondes, mais énormes. Ouais, d'accord. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut sous-estimer un peu la part de l'importance du pilotage technique, quoi. Quand on voit le sport à la télé, des fois. Oui, on voit que ça a l'air facile. Ça a l'air tellement facile pour vous. Oui, mais on voit que d'autres qui sont moins à l'aise ou si on est un peu moins lucide, un peu fatigué, tout de suite on va buter contre les racines et là ça devient des fois un enfer, quoi. C'est le moindre caillou d'obstacle, c'est difficile. À l'inverse, c'est quoi toi dans les parcours que t'aimais pas du tout? Les longues montées, les parcours roulants, voilà. Presque finalement ennuyeux, puisque comme je le dis, moi j'aimais vraiment les parcours où ça bougeait, c'était rythmé. Après, je me suis toujours adaptée, même si j'aimais pas le parcours. Des fois, ça m'a très bien réussi. De toute façon, quand on est en forme, voilà, on est fort sur tous les types de terrain. Ok. Mais voilà, plutôt, on va dire, les parcours roulants. Ok. Ouais. J'aimerais bien, tu vois, revenir un peu à l'enfance. À quel âge t'as commencé, toi, à rouler? J'ai commencé à 9 ans. Oh, ouais, voilà, j'ai accroché le VTT un petit peu par hasard. C'est plus parce que j'étais une gamine qui adorait être dehors. Toujours sur un vélo, mine de rien. Mais voilà, j'ai été fascinée par un ami de mon grand frère qui faisait du trial, donc des franchissements d'obstacles. Il venait à la maison, il sautait des palettes. Puis j'étais, waouh, c'est cool ça. Et en fait, il m'a emmené dans son club. Donc oui, j'avais 9 ans et en fait, j'ai pris ma première licence comme ça. Je l'ai suivie et mes parents en fait m'ont accompagnée. Et en fait, j'ai accroché de suite. J'étais la seule petite fille en plus, donc qu'avec des garçons. Donc j'avoue que c'était pas facile. Les garçons, ils étaient pas forcément très gentils. Mais en fait, je me suis pas laissée faire et je pense que ça m'a donné encore plus de caractère parce que j'étais quand même déjà énergique. Et en fait, j'avais envie de battre les garçons. Et c'est marrant parce que c'est dès mes débuts que j'ai ressenti ça, c'est que j'avais cet esprit déjà de compétition. Et dès que j'ai fait mes premières compétitions, d'ailleurs, au bout de 2 mois de licence, je me suis prise au jeu et c'était juste génial. Ouais. Ok.
C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai rencontré Clémentine Geoffrey qui fait de l'ultra trail et du trail il y a pas très longtemps. Et elle me disait pareil, son objectif au collège c'était de battre les garçons. Ouais. Et on a eu une conversation effectivement sur est-ce que enfin le discours il est difficile il est paradoxal même pour elle parce que on avait envie de dire les garçons vous êtes horribles avec les filles au collège et tout, enfin vraiment faut les gars, faut qu'on éduque nos fils parce que ça va plus du tout, quoi. Et nous, on n'a pas été super bien éduqués non plus. Et d'un autre côté, ça fait des histoires de perf un peu extraordinaires parce que ça crée un orgueil. Oui, non, mais c'est assez drôle. Puis quand on commence à les titiller, en fait, c'est vrai qu'ils sont tous devenus mes copains. Ok. Et après, ils m'ont tiré énormément vers le haut. Ouais. Okay. Et ça a fait vraiment des belles équipes. Voilà. Okay. Moi, ce que j'adorais, dans mes débuts, c'était la compétition, c'est ce qui m'animait. Ok, t'avais ça tout de suite. Ah ouais, d'aller le dimanche faire la course. Mes parents qui étaient là, mes 2 frères. J'ai 2 frères, je suis au milieu. Et puis dimanche, en fait, c'était un peu la sortie familiale. Le dimanche midi, le pique-nique avec tout le monde du club. Et donc, il y avait une petite compétition le matin, une compétition l'après-midi. Et j'ai fait ça jusqu'à mes 16 ans. Ok. Où je faisais toutes les disciplines du VTT. Donc, tu fais enduro aussi? Alors non, trial, descente et cross-country. Avec un VTT, on va dire normal, et en fait, le but c'était d'être polyvalent avec un seul VTT. Et les compètes étaient au même endroit? Non, ça, dans toute la Bretagne. Ok. Voilà. Ok, et tu faisais tout du coup? Ouais, on faisait tout avec mes parents et il y avait un championnat de France au mois d'août. Et donc, voilà, ils sélectionnaient les 6 meilleurs par catégorie dans chaque région. Et donc, moi, j'étais sélectionnée pour la Bretagne et j'ai fait 8 championnats de France de jeunes VTTistes. Waouh! Okay. Où je faisais les 3 disciplines. Enfin, mes débuts, voilà, ça a été ça et ça a été des très belles années de VTT. Hein. Aucune préférence pour aucun des 3? Alors, j'adorais le trial. Ok. Ouais, j'étais vraiment douée en trial, la descente aussi. Et finalement, c'était en cross-country que j'étais la moins forte. Ah ouais? Ouais, parce que, en fait, tout simplement, j'ai vu que... même si on a 9 ans, même à partir de Benjamin minime, donc c'est 14 ans, il y en a qui commencent à parler d'entraînement. Et en fait, ça fait énormément de différence à cet âge-là. Moi, j'allais juste le samedi à mon club et en fait, je m'amusais. Mon papa ou même d'autres personnes encadrantes m'ont jamais dit faut rouler, faut que tu ailles rouler un peu dimanche, faut que tu fasses des kilomètres. Et donc, forcément, cross-country, ça se voyait, cette différence-là. Okay. Moi, j'ai toujours comblé en technique pour faire des petits résultats, mais j'avais pas le physique. Donc, je me faisais un peu laminer. Mais par contre, c'est ce que je préférais. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, j'adorais les autres, mais la compétition, d'être avec d'autres, en fait, c'est ça que je préférais par rapport aux autres disciplines. Où là, j'étais toute seule en descente face à un chrono. Le trial, j'étais dans ma zone toute seule. Non, moi, je voulais de la confrontation. Ok. Donc, j'aimais tout, mais après, c'est mon choix. En fait, c'est décidé dans le cross-country pour ça, pour de la rivalité. Ok. Et t'as compris avec l'âge pourquoi la compétition ça t'excitait tant? Est-ce que c'était pour rendre fiers les parents? Est-ce que c'est je sais pas, le sentiment de gagner, d'être la meilleure, tu vois, c'était... Ouais, il y a plusieurs choses, mais en fait, ce que je trouvais vraiment génial, c'était, waouh, on est plein de petites filles, on est toutes là sur la même ligne, et parce qu'en fait, j'en voyais pas souvent, des petites filles sur un VTT. Et en fait, je trouvais ça tellement trop chouette. Et du coup, je me disais, moi, je veux toutes les battre. Enfin, c'était déjà une bonne guerre. Enfin, c'est rigolo parce que j'ai même encore des connaissances. Aujourd'hui, par exemple, je me souviens d'une petite Alsacienne, d'une petite fille de la Provence. On se regardait, on se des sourires, mais déjà en course, on avait 10 ans, hein, mais c'était la guerre. Mais après, on était des petites copines et on se voyait une fois par an et maintenant, on est des amis aujourd'hui. Et en fait, c'est drôle, quoi. Et donc, en fait, c'était juste ça. On était copines, mais la guerre sur le vélo, moi, j'ai toujours adoré ça, quoi. Battre les autres. Ok. Ouais. T'es mauvaise perdante ou pas? Alors, ça, j'ai. Ça aussi, les débuts, mes parents pourront le dire, mais j'ai beaucoup pleuré. Quand en zone de trial, je me loupais. Voilà. Des fois, j'ai même jeté mon VTT. Bon, mon père me rattrapait vite parce que ça, c'était hors de question de jeter le vélo, mais j'étais déçue de moi. Voilà. Pas mauvaise perdante parce que des fois, j'ai pas forcément gagné, mais j'étais tellement contente de ma course que c'était comme une victoire. Mais par contre, la déception, voilà, elle s'est souvent,
souvent fait remarquer et ouais, il y a eu beaucoup de larmes des fois. Ok. Je peux comprendre, hein, Mm. quand on est passionné, Ouais. souvent ça... D'ailleurs, en plus, en trial, il y a une partie de jugement, non? Il y a des juges? Non, bah il y a Non. un arbitre, voilà, Ah, il qui y a un va être arbitre. là pour voir si on met des pieds ou pas, si on pose le pied à terre. Ouais. Mais non, il n'y a pas d'histoire de notes. C'est Ok. vraiment, on se débrouille dans la zone de trial et puis voilà. Le but c'est de tout passer. Ok. Hyper intéressant. Et cet esprit de compétition, tu l'as gardé tout du long? Oui, ouais, c'est ce qui m'a animé toute ma carrière. Donc tu préférais les jours de compète que les jours d'entraînement? Ouais, Quoi. exactement. Et c'était dur, hein, des fois même de s'entraîner. Enfin, il y a eu des semaines difficiles, mais je voulais tellement être forte le dimanche qu'en fait ça me dépassait. Voilà, j'arrivais à aller toujours au-dessus. Même si des fois je revenais d'un entraînement en pleurant, il faisait froid, enfin je sais pas, des fois c'était vraiment chaotique. Mais je savais que je faisais tout ce qu'il fallait, je me donnais à 100% pour être prête. Bien sûr. Et c'était vraiment ça. Voilà. Avoir des objectifs, c'était très important pour moi. Et en fait, ça faisait que j'adorais m'entraîner parce que ça me réussissait le dimanche. Ouais, ok. Bon, fallait que tout aille ensemble aussi. Hein. C'est sûr que quand on s'entraîne dur et qu'il n'y a pas de résultat, là, c'est difficile. Mais voilà, mon objectif, c'était je me donne à fond pour réussir. Et à quel moment faire carrière dans le VTT, ça devient une réelle pensée, un réel objectif? C'est venu quand même assez tard. Donc junior, donc j'ai 18 ans. C'est mes premières sélections en équipe de France. Je fais une médaille de bronze au championnat du monde. Donc c'est un premier résultat international. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Mais bon, pour moi, priorité, c'est l'école. Tout simplement parce que mes parents n'ont pas forcément réussi. On travaillait très jeune, par exemple. Enfin, voilà, ils n'avaient pas eu ce choix, forcément comme moi aussi, de faire du sport, de réussir peut-être à l'école. Donc moi, voilà, c'était aussi faire différemment que mes parents. On peut réussir aussi, nous, dans l'enseignement. Donc je voulais pas du tout changer d'école, changer de lycée pour le haut niveau. Donc c'était hors de question d'aller dans un pôle. Donc je me suis dit... je fais les cours et puis à côté, je m'entraîne. Si j'ai pas le temps de m'entraîner, c'est pas grave. Donc j'ai suivi comme ça, on va dire, mon parcours scolaire. J'ai été en IUT, j'ai fait une licence TAPS. Et c'est là que ça a commencé à être difficile. Là, on arrivait à 1 an des JO. Et donc là, voilà, j'ai vu que j'avais la possibilité de réussir dans le haut niveau. Et j'ai fait ce choix, du coup, d'arrêter. Ok. Voilà. C'est donc venu, c'est venu assez tard, contrat... mais ouais, voilà, de mon premier contrat professionnel. Ok. Donc j'ai choisi, c'est plus le destin qui a fait que, voilà, au bout d'un moment, c'était le bon timing pour moi de me mettre à 100%. Et je voulais pas non plus faire à moitié les choses. Là, je sentais que ça commençait à être difficile de faire les cours, le haut niveau. Ouais. Donc je me suis dit, il faut choisir pour être à 100% Là, dans une chose, quoi. Faire plus que rouler le dimanche. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Donc je suis contente de mon choix, ça n'a pas été évident parce que j'en ai vu qui ont arrêté avant le bac parce que voilà, en junior, ils excellaient, ils battaient tout le monde, mais forcément ils avaient le temps de s'entraîner. Et puis au bout d'un moment, ça craque, ça lâche, et puis ils ont plus rien. Donc, moi, je voulais surtout pas que ça m'arrive. Ouais, bien sûr. C'est quand même dingue de se dire qu'à 1 an d'une victoire aux Jeux Olympiques, t'étais encore à l'école, sur les bancs de la fac, en train d'étudier, quoi. Ouais. C'est pas rien. Non, c'est rare, non. quand même. Oui. Mais ça fait partie aussi de ma réussite. Les semaines étaient très organisées, très rythmées. Voilà, si j'avais 2 heures pour rouler, c'était 2 heures. C'était pas plus. Parce que derrière, il y avait les devoirs, il y avait les cours. Mais en fait, j'aimais bien aussi ce rythme de vie. Voilà. Ok. Intense. Ouais. En fait, avec des si, on peut faire plein de choses, mais si j'avais plus de temps, je suis même pas sûre si j'aurais été plus performante. Ok. Ouais. Donc, ça dépend de chacun. Okay. Ouais, j'avais besoin de ça, d'avoir autre chose que le vélo. Et au moins, mes entraînements, ils étaient efficaces. Ok.
Là, récemment, là, pour une compète, j'ai commencé à beaucoup augmenter mon volume d'entraînement et à le documenter aussi, à partager. Donc, je suis passé grosso modo d'une heure d'entraînement par jour à 2, ce qui, à 33 ans, bon, même si, tu vois, j'ai quand même un gros background sportif, j'ai toujours fait du sport, c'était quand même, ça poussait. Je sentais que les grosses semaines, mes performances cognitives, elles baissaient un peu quand même. Ouais. Au boulot. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est l'âge. Est-ce que j'avais ça quand j'étais plus jeune? Je me souviens pas. Je te pose la question, toi, les grosses semaines d'entraînement, quand t'avais la fac à côté, tu le sentais passer, intellectuellement parlant? Oui, on sent quand même quand il y a de la fatigue derrière, on n'est pas, Ouais. on n'est pas quand même au top. C'est pour ça il faut aussi jauger quoi. Il faut être bien dans sa tête, mais aussi dans les jambes entre guillemets. Et puis c'est pour ça que les temps de repos, les semaines de récup en fait sont hyper importantes. Même des fois, moi j'ai déjà entendu des amateurs qui étaient surpris parce qu'ils trouvaient que je m'entraînais pas assez, ou que quand c'était du foncier que je devais parler ou chanter toute la sortie, ou des fois ils me disaient que je roulais pas assez vite, mais en fait je respectais toujours mes zones, je respectais mes jours d'entraînement, je respectais mes coupures. Tout ça qui faisait que en fait on peut à côté être bien, enfin en fait c'est le but surtout, même le sommeil, tout ça fait partie intégralement de l'entraînement. L'hygiène de vie elle est primordiale, c'est même à la maison, c'est ce qui est quasiment le plus important, parce que quand on part en stage, en compétition, on est avec notre équipe, on est dans le bain, on nous fait à manger, tout ça, mais chez vous, si vous n'êtes pas aux petits soins pour vous, mais on n'y arrive pas quoi. C'est ça aussi, que les sports d'endurance sont extrêmement dur en fait au quotidien, parce que c'est tous les jours, et c'est aussi du coup partager notre vie aussi avec des gens qui nous comprennent. Ouais. Donc c'est pour là tu parles d'une charge mentale, mais c'est un ensemble. Donc si l'entraînement est respecté avec votre rythme de vie, avec ce que vous aimez faire à côté, il y a pas de raison. Ouais, je vois très bien. Mais il faut faire la balance entre, Et effectivement, ça demande une certaine discipline, tu vois, de pouvoir tenir tous les jours et de pouvoir construire en fait un rythme de vie qui permet cette performance-là, en fait. C'est ça. Et je suis en train de lire un bouquin, alors là, je viens de le terminer, qui s'appelle Atomic Habits, et qui est hyper important parce qu'il explique en quoi le fait de construire des micro-habitudes qui peuvent paraître insignifiantes font la différence au long terme. Et moi, il y a une phrase qui a beaucoup résonné en moi, qui dit même le plus grand des champions, si on le met dans un environnement qui est complètement défavorable, avec des gens qui comprennent pas ce qu'il fait, qui mangent mal, qui dorment mal et tout, on le met dans une coloc, voilà, une coloc de l'enfer. Il dit naturellement les performances elles vont baisser, même si c'est le plus grand champion, la plus grande championne. Et à l'inverse, quelqu'un qui peut peut-être être moyen au départ, le mettre dans une colocation avec des championnes du monde, des champions du monde, et où tout le monde fait un millimètre, naturellement on converge vers notre entourage, quoi. Oui. Donc, oui. Ça me parle. Notre environnement est hyper important. Ouais. L'entraînement, c'est un paramètre. Donc, si on met tout dans un cercle, on va avoir l'entraînement qui va faire un morceau, mais il y a d'autres morceaux qui vont faire que ça nous réussit. Okay. Sauf quand on parle des fois qu'il faut que tous les feux soient ouverts, en fait, c'est ça. C'est vous êtes en forme, vous êtes entraîné, vous êtes affûté, mais si la vie perso ça va pas, par exemple, il manque un truc, quoi. Clairement. Dans la tête, tout ça. C'est donc quand on parle, il faut que les planètes soient alignées, c'est ça. Faut que tout soit nickel. Ouais. Et on se rend compte à quel point c'est dur de les avoir longtemps quand même. Oui. Donc quand on parle de jour J, quand c'est notre jour, c'est votre jour. Ouais. Ok. C'était quoi tes grands dogmes ou les grandes habitudes que tu as mis en place, tu vois, qui ont peut-être eu un effet important sur ta carrière, sur ta performance, justement sur la récup, sur le sommeil, sur les relations, sur l'entourage, tu vois. Moi, je peux t'en citer une, un truc c'est de commencer à tout traquer, tu vois. J'ai un fichier Excel où je vais noter, tous les jours où je bois de l'alcool, tous les jours où je fais parfaitement 5 fruits et légumes, tu vois. Je note les jours où j'ai pas regardé les réseaux sociaux avant midi parce que c'est un truc qui m'affecte.
je note combien de kilomètres je cours, tout ça. Et le jour où j'ai commencé à noter tout ça, en fait, naturellement, j'ai commencé à tendre vers une meilleure version de moi-même, en fait. Parce que tous les jours, j'avais la sincérité face à mes yeux, tu vois. Et je pouvais pas dire, non, ce mois-ci, j'ai pas bu, alors qu'en fait, dans mon carnet, je m'étais autorisé 3-4 bières au début du mois, tu vois. Et ça me mettait face à une réalité. Toi, est-ce qu'il y a eu des petites habitudes que tu as mis en place qui t'ont permis de passer un cap ou en quelles tu croyais particulièrement, peut-être plus que d'autres? Oui, bien sûr, il y a eu des routines qui se sont installées, des routines aussi qui sont très importantes pour apprendre à se connaître, qui fonctionnent, en fait, des choses que j'ai essayé, que j'ai mis en place et j'avais besoin de ça, en fait, tout au long d'une semaine ou avant des courses, d'instaurer ça. Après, je vais pas avoir quelque chose forcément de signifiant comme ça, mais c'est vraiment en apprenant à me connaître. On sent, en fait, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Ça s'apprend. C'est l'expérience vraiment qui a parlé, qui a fait que j'ai pu, par exemple, me préparer comme pour une course pour les Jeux Olympiques ou voilà, même si des fois j'étais performante sur des courses, je sentais que c'était pas encore au top. En fait, ça, c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment que du ressenti. On sait qu'on n'est pas à 100%. Et il y a un moment donné où tout roule. En fait, c'est le matin, c'est plein d'énergie, c'est le repas, c'est on arrive à manger comme ça, c'est les entraînements, c'est tout, en fait, se cale très bien à notre rythme. Et pour moi, c'est ça une fois que j'avais ça a tout fonctionné, quoi. Tout de suite, le cœur, les battements du cœur qui redescendaient, la FC au repos, enfin. Et donc, ça, je contrôlais un petit peu. Et donc, comme tu dis, en fait, c'est un petit plus par là, plus. Et là, la confiance, et en fait, on va être prêt pour les objectifs. Et souvent, c'est moi, par exemple, j'arrivais à ce niveau-là et ça restait 3 semaines. Dans une saison, par exemple, on va dire, j'avais un pic de forme et pendant 3 semaines, un mois, je faisais ce que je voulais, quoi. Ok. Waouh. Avant, il y avait des très belles choses, hein, je faisais, mais des douleurs, des trucs, tout ça. Enfin, en fait, on va toujours aller chercher le meilleur de soi-même. Et c'est des réglages au quotidien. Et au bout d'un moment, ça déroule. Ok. Et t'arrivais à le programmer, du coup, ce pic de forme? Ouais. On essaye, mais... On essaye. Bien sûr, oui, c'est pas facile. Mais il me fallait quand même plusieurs mois. Voilà, c'est pas un objectif. Moi, j'arrivais pas à le préparer en 1 ou 2 mois. C'était 4-5 mois avant. Je me disais, je veux être prête là. Et donc, en fait, on se conditionne déjà, même s'il y a des échecs avant. En fait, les échecs font partie de cette réussite. On rebondit, on va chercher le meilleur de soi-même à l'entraînement. On réajuste tout le temps. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, par objectif et par bloc. Aussi. Ok. Ouais, par gros bloc de plusieurs mois. Ouais, et ça, j'aimais bien. Parce que moi, ça me laissait le temps et puis j'avais vraiment confiance en moi aussi pour y arriver. C'est marrant ce que tu dis, ça m'inspire beaucoup parce que je me suis rendu compte aussi que moi, me fixer des objectifs à 3, 4, 6 mois, c'était le bon seuil, parce que peut-être que 1 an, c'est trop long, en fait. Oui. Tu vois, c'est dur d'imaginer une saison en entier, en tout cas pour moi. Oui. Et parce que l'année, elle est très divisée. Au final, tu passes par un peu toutes les saisons. Alors qu'imaginer à 3, 4 mois, 6 mois, c'était beaucoup plus réalisable, tu vois, et notamment pour le cerveau, tu vois, sur les temps de repos, c'est-à-dire que tu fais 1 an à bloc, c'est chaud, quoi. Ouais, alors non, mais complètement, avoir une routine parfaite avec des habitudes parfaites pendant 4-5 mois, en tout cas encore une fois, c'est pour moi, c'est que mon ressenti, mais ce que j'ai l'impression, c'est que c'était un peu pour toi pareil. C'est plus facile, en tout cas, à accepter et à se mettre dans le rythme, quoi. Une notion de temps est importante. C'est pour ça, des fois, on entend les athlètes qui disent, moi, je vais préparer les JO, les prochains JO, 4 ans. Mais en fait, c'est impossible. En 4 ans, même 2 ans, mais il se passe tellement de choses. Ouais. Moi, j'ai préparé mes JO en 7-8 mois. Ouais, okay. Même ma grossesse, c'était plus long, c'était plus dur. Quand je compare, mais oui, c'est rigolo parce que je dis ça parce que j'ai comparé un peu à ma prépa olympique, mais parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile. Mais c'est des étapes de la vie, mais pour dire voilà, ça a été 7-8 mois focus, un jour dans l'année, avec des étapes, mais oui, on peut pas se conditionner des années avant. Ok. Il y a tellement de changements, même notre corps, notre tête, ça évolue sans cesse. Ok.
T'es arrivé au top de ta forme à Londres? Ah oui, vraiment. Ouais, ça a été un jour incroyable. Je l'ai dit tout à l'heure, voilà, j'ai parlé de jour J, enfin, c'est votre jour. Mais oui, ça existe. Et j'étais, même s'il y a eu des petites péripéties, qu'auraient pu empêcher, en fait, voilà, qu'auraient pu Il s'est passé quoi? des trucs tout bêtes, hein, mais des choses qui auraient pu me déstabiliser. Par exemple, 2 jours avant, en fait, j'ai cassé mon VTT, mon cadre. Je l'ai pas su, sur une chute. Et en fait, la veille, mon mécano a tout changé, a changé le cadre. J'avais un cadre neuf. Le truc, on me dit la veille ou le jour même, mais ça me déstabilise. J'ai pas roulé avec les réglages, le truc. Et en fait, j'étais dans ma bulle, que j'ai rien vu. Par exemple, j'ai arraché le scratch de mon gant, juste dans le warm-up des JO. Pareil, ça m'arrive en Coupe du Monde, je stresse, mais je vais perdre mon gant. Puis là, en fait, je vois, bon, il va pas partir. C'est pas grave, enfin, c'est des choses qui m'ont marqué parce qu'en fait, j'étais tellement zen et rien ne pouvait m'arrêter. Il y avait rien. C'est une analyse plus tard, hein, mais Ouais. comme je dis, voilà, une chute, un bras ouvert, un cadre cassé, un gant qui casse avant, enfin, des petites choses, des petits aléas, Ouais. mais qui auraient pu totalement me déstabiliser. Et ça m'a rien fait du tout. C'est dingue Dans ça. ma bulle, ouais. Ouais. J'étais imbattable. Vraiment, je le dis, je suis pas du tout du genre à me mettre en avant. D'ailleurs, je suis voilà. Des fois, on m'a toujours reproché presque d'être trop voilà humble. Mais là, non. Les Jeux Olympiques, c'était pour moi à Londres. Tu te disais ça aussi le jour J ou pas? Non. Mais j'étais prête et j'avais tellement envie de courir que le résultat, je savais que j'allais être tellement contente de moi et fière. Donc après est venu ce qui est venu, mais ouais. de ressentir ça, c'est juste génial dans une carrière. Bien sûr. Parce qu'en fait, j'étais prête et même moi, je me suis dit, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc maintenant, le résultat sera le résultat. Si les autres sont plus fortes et moi, je peux pas plus. Mais j'étais au maximum de mes capacités. Tu te sentais aussi bien sur tes autres victoires? Non. J'ai eu des championnats du monde très, très bien. Mais par exemple, un mois après, je gagne les championnats du monde, après ma médaille olympique. Des sensations complètement différentes. J'ai souffert. Mais j'ai gagné que 3 minutes d'avance parce que j'avais un état de forme qui a continué. Et pendant 3 semaines, je me suis quasiment pas entraînée puisque j'ai fêté ma victoire. Enfin, j'ai profité de tout ce qui s'est passé après les JO. Mais j'avais tellement envie de courir encore cette hargne. J'étais contente d'aller au championnat du monde avec un maillot d'équipe de France, mais j'ai souffert. Voilà, j'ai vraiment mal aux jambes. C'est voilà, sensation différente, mais non, celle des JO, j'ai jamais ressenti ça sur d'autres courses. Ouais. Est-ce que quand on vit le jour du flow, un jour aussi important que celui-là, on peut dire d'ailleurs, c'est presque une des journées les plus importantes de la carrière d'un sportif, hein, finalement, faut aussi être honnête, tu vois. Oui. On n'existe pas que à travers ça, mais ça reste un moment clé. Est-ce que on arrive aussi à savourer la victoire, ou est-ce qu'on est encore un peu dans la lune et dans sa bulle une fois qu'on a gagné? Oui, c'est vrai que ça c'est dur, ce flow là où on vole mais non, on arrive quand même au bout d'un moment à débrancher parce que même sur vraiment il me restait je pense 1 kilomètre sur le parcours des Jeux Olympiques et là en fait d'un coup je me suis dit mais je vais peut-être gagner alors que j'avais 1 minute 30 d'avance et en fait je suis sortie de ma bulle et d'un coup mais j'ai eu les jambes tétanisées et là j'ai eu peur et je me dis mince, remets-toi vite dans ta bulle, cette fameuse bulle pour voilà, parce que je sentais rien, je volais. Mais une fois après arrivé sur vraiment la fin, sur la ligne d'arrivée, là j'ai tout lâché quoi. Et non, j'ai vraiment savouré. Il y avait ma famille qui était là. Mais c'est sûr que derrière, on est vite pris par le bain des JO quoi. On maîtrise plus rien. Une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai compris que je maîtrisais plus la suite. Mais bon, c'était incroyable. Mais j'ai mis du temps à réaliser. Ouais. Bien sûr. Ouais. Comment on se met dans sa bulle? Ouais, je me suis posé cette question beaucoup de fois parce qu'en fait, après un moment dur dans ma carrière et une belle analyse aussi de cette course olympique, j'ai compris que j'avais eu ce flow, cet état de flow, que j'avais réussi à me mettre dedans,
Et en fait, ces clés-là, je les ai pas trouvées tout de suite. En fait, je me suis dit, comment j'ai fait pour arriver dans cet état-là? Et j'ai voulu le retrouver en travaillant en fait sur de la prépa mentale, sur de l'auto-hypnose d'ailleurs. Ça a été un peu sur mes dernières années de carrière où j'ai travaillé ça. Et en fait, j'étais en auto-hypnose et j'ai réussi en fait toute seule à aller chercher ça. Donc on peut le travailler, ça en fait ça se travaille, mais en fait moi naturellement. Et avec ce que j'ai appris aussi, hein, il y a eu mon entraîneur, bien sûr l'équipe de France qui m'a apporté des choses, mais on n'a jamais parlé d'auto-hypnose ou de flow. Ouais. C'est venu tout seul. Mais c'était ça. Okay. Et ça se travaille. Et donc c'est marrant en fait, c'est sur la fin de ma carrière, j'ai été rechercher en fait des ressources que j'ai en moi, mais que je voulais comprendre et savoir comment j'ai réussi à mettre dans cet état-là. Ok. T'as lu le bouquin de Jonathan Bell-Legroux, Auto-hypnose et performance sportive? J'ai les 2 bouquins. Et c'est lui qui m'a... Enfin, en fait, j'ai eu un échange d'ailleurs avec lui, c'était pendant le confinement. Ok. C'est rigolo parce qu'il faisait des visios et j'ai participé à quelques visios avec lui. Et en fait, dans ce qu'il disait, dans les échanges, en fait, je me reconnaissais totalement. Ouais. Et en fait, j'ai compris que c'était exactement ça, ce que j'avais vécu sur mes performances, mes réussites, c'est ça. Et donc, je voulais retrouver. Donc, ça m'a aidé, son livre, beaucoup. Ben on l'embrasse, on t'embrasse Jonathan, c'est vrai que son bouquin est une merveille quoi. Oui. Il y a des trucs, c'est des exos hyper pratiques quoi. Mais oui. Tu vois, regarder un point fixe, vraiment se concentrer sur le point fixe. Se voir devant, se dépasser. Ouais, exactement. Et tu rentres dans cette espèce d'état un peu incompréhensible. Et ça existe. Et c'est moi, vrai je l'ai fait naturellement. Ça. Ouais. Mais je m'en rendais pas compte. Ouais. Ah ouais. Et il y a quand même une certaine magie. C'est ce que j'ai l'impression, c'est que quand tu le fais un peu intuitivement, sans trop le cérébraliser, tu vois, tu sais pas que t'es dans le flow, mais tu l'es. J'ai l'impression que ce flow-là, il est quand même un tout petit peu plus puissant que le flow où, ok, tu l'as déjà vécu, tu sais ce que c'est. Tu sais le reprovoquer, tu sais re-rentrer dedans. Je sais pas pour toi, mais ouais, j'ai l'impression que la première fois, elle est un peu transcendantale, quoi, pour beaucoup. Oui, sûrement. Ouais. C'est un état, c'est pour ça, moi, j'ai pu le connaître, mais sans en prendre conscience. Okay. De toute façon, c'est de l'inconscient. Mais ça se travaille, en fait. C'est quelque chose qu'on peut aller chercher, c'est un entraînement. Plus on le fait, plus c'est facile de rentrer dans cette bulle. Mais faut pas forcément vouloir, en fait, je sais pas, rentrer dans cet état-là. Faut aussi en fait, il y a un moment donné, on est tellement focus qu'en fait, on se met tout seul dans... Voilà, on est concentré, tellement concentré qu'on oublie plein de choses. Enfin, on est capable, par exemple, d'entendre, il va y avoir 15 000 personnes, mais... Votre entraîneur, il est, je sais pas, à 10 mètres, mais vous voyez que lui, vous l'entendez. Mais pourtant, on voit pas, enfin, il y a des œillères. On regarde pas, mais on le voit. Et ça, c'est fou quand on fait l'analyse aussi. Et ouais, c'est vrai ça. Que tu perçois. Il y a plein de gens qui vous crient dessus et puis vous entendez juste les mots, les quelques mots, quoi. Qui dépassent ça. Donc c'est pour dire que voilà, on est... C'est de la concentration. De toute façon, on le dit, il y a le physique, mais il y a le mental, et ça, ça fait partie, de la réussite. Bien sûr. C'est quoi les phrases qui tournent en boucle sur ta concentration, toi? Déjà que des choses positives. Et puis, souvent je me disais, voilà, lucide, tranquille, respire. Enfin, toujours des petits mots comme ça. Toujours aussi savoir le nombre de tours, quand est-ce que je m'étais alimenté. Après en amont, je m'étais toujours bien préparé aussi sur comment j'allais gérer ma course. J'ai toujours imaginé aussi des scénarios. Ah, Ouais. Et ça c'est important parce que voilà. En fait, si j'avais dit le départ, je fais comme ça, je pars à fond. Et en fait, ça marchait. J'imaginais un petit peu aussi ce qui pouvait arriver, mais voilà, très conditionné et voilà. 3e tour, je me ravitaille, tout ça. Et en fait, c'est un peu se répéter dans la course, mais pour rien laisser s'échapper et surtout pas être déstabilisé aussi dès qu'il y a un petit pépin. Des fois, on voit, dès que dans la tête, on commence à cogiter et tout, on recule vite. Donc, des fois, faut imaginer que ça peut aussi mal se passer, qu'il y a une crevaison, quelque chose comme ça.
mais tout de suite rebondir et penser aux solutions qu'il y a et qu'on peut revenir aussi dans la course. Donc, positif, quoi, tout le temps. Ouais, bien Au sûr. maximum. Mais des fois, ça y allait pas. Hein. Il y avait une chute où je voyais que j'avais d'un coup le mal de jambe, alors que non, quand ça va bien, normalement, on doit pas ressentir ça, quoi. Ouais. Et dès qu'on pense qu'on a mal aux jambes, là, on perd vite des places. Ouais, bien sûr. C'est très difficile d'ailleurs, je trouve, quand on a une douleur et une pensée parasite, Bah oui. de la retirer, de l'oublier, c'est compliqué. Quand la douleur est réelle, tu vois aussi. Oui, bien sûr. Et des fois, voilà, on peut pas être en forme tout le temps aussi, ça faut accepter. Il y a des jours avec, des jours sans. Ah, mais c'est fascinant en tout cas, mais j'aime bien demander effectivement les mots ou les phrases que tu vas te répéter souvent. Et t'as parlé beaucoup de lucide, calme. Ce que je voulais te demander, c'est est-ce que c'est des capacités, des qualités que tu as naturellement et que tu voulais renforcer, ou est-ce que au contraire c'est peut-être des qualités sur lesquelles ou des points d'attention qui peuvent te jouer des tours et sur lesquels du coup tu vas focaliser ton attention pour transformer ton identité, en fait, transformer ta personnalité. Ça m'intéresse parce que je vois qu'il y a plusieurs un peu ressentis ou façons de faire là-dessus. Et moi, j'ai jamais trouvé la bonne méthodologie. Est-ce que je devais me répéter en fait mes points forts, mes points forts, et en fait j'en oublie mes points faibles et le jour J je peux dégoupiller en fait sur un truc que je savais que ça m'arrivait. Et à l'inverse, tu vois, quand tu te répètes trop peut-être une qualité qui est pas, que tu ressens pas pleinement dans ton identité, tu as un peu cet effet où soit tu peux culpabiliser un peu, te dire tiens, ça pourrait être un peu mieux, ou ne pas la vivre tout simplement, tu vois, ce truc, ne pas vivre vraiment ce que tu te répètes. Toi, c'était quoi ces qualités-là, du coup, c'était des qualités que tu vivais ou sur des points d'attention? On va dire que j'avais un dossard, en fait, je me transcendais. Donc déjà, un tempérament différent que celui que je vais avoir dans la vie de tous les jours. Okay. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque chez moi par rapport à ma personnalité. Par exemple, vous me mettez sur un home trainer pour vous sortir des watts, il n'y aura jamais les mêmes qu'il y a en compétition. Et d'ailleurs, j'ai jamais réussi des tests d'effort. Par exemple, j'ai toujours été, entre guillemets, un peu nul, même par rapport aux autres, alors que je les battais le dimanche. Donc pour dire déjà, voilà, ça me réussit pas forcément. Donc moi, il me faut vraiment quelque chose de concret. Et puis vraiment pressé toujours le dimanche, voilà, de courir, des fois un peu faux folle, surtout sur mes débuts de carrière. Donc c'est pour ça que le mot calme il arrivait souvent. Plutôt canaliser cette énergie, je pense que j'aurais pu gagner beaucoup plus de coupes du monde que j'en ai dans mon palmarès, mais c'est parce qu'en fait je vivais le jour tellement à fond, rien à perdre, et je voulais bouffer les plus grandes. Donc forcément, il y avait des loupés, des chutes, des trucs que j'aurais pu totalement passer au-dessus de ça, mais ça fait partie du jeu. Et donc avec l'expérience, voilà, j'ai appris à canaliser mon énergie, à pédaler un peu plus fluidement, et c'est comme ça que j'ai construit en fait un peu ces mots, ces petites phrases qui me boostaient, mais qui me permettaient d'aller au bout d'une course. Ok. Donc rien à voir avec la vie de tous les jours en fait. Sur ma personnalité, j'ai jamais les qualités que j'ai à faire d'autres choses que le vélo. Ok. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais c'est plus le tempérament vraiment que j'avais en compétition, que j'ai appris à me connaître avec un dossard, et que fallait que je sois un peu plus zen. Ok. Ouais, t'as une excitation qui montait naturellement avec l'enjeu en fait. Ouais. Après, c'est une force, hein. Bien mais sûr. il fallait justement. Le but, c'était d'aller de faire 1h20, 1h30 de course avec toute cette énergie. Ouais, c'est souvent. Souvent déjà c'est un peu un signe d'hyperactivité. Enfin, je sais pas si toi c'est quelque chose que tu voyais un peu. Oui. Mais canaliser l'énergie pour qu'elle dure dans le temps, c'est un vrai travail. Bah oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est marrant, moi j'ai ce problème là quoi. J'ai vraiment ce problème là. Et j'adore partir comme une bombe. Bah oui. Et ça marche pas toujours. Oui, bah oui. Les premières crevaisons que j'ai eues, j'avais envie de pleurer, jeter de vélo. Puis des fois, j'avais même pas vu que ma roue était remise, que moi j'étais
à quatre pattes en train de pleurer, c'est perdu la course, quoi. Puis c'est des souvenirs comme ça, mais puis le mécano, il dit, repars. Ah ouais, déjà? Et puis en fait, je repartais. Mais j'ai déjà gagné des courses comme ça, alors que pour moi, c'était la fin du monde, c'était fini. Donc, c'est plein d'enseignements. Tout au long, de façon, d'une carrière, on apprend tout le temps, tous les jours. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui change dans la vie une fois qu'on a une médaille d'or olympique? Ah ouais, tout. Je veux dire, il y a une notoriété autour de ça qui est folle. Le VTT, c'est pas un sport très médiatique, même si aujourd'hui on progresse et on est vraiment très content. Mais voilà, c'est une course de VTT tous les 4 ans, télévisée que s'il y a un Français devant. Et donc moi, ma course, elle a été vue par des millions de Français et j'ai vu la différence. Voilà, c'est sorti du cadre du VTT. Ça a touché la France, c'est sorti de la Bretagne aussi. Et ça a été impressionnant. Ah ouais, enfin vraiment, je m'attendais pas à ce tourbillon médiatique, mais super. Enfin, vraiment que de la bienveillance. En plus, j'ai vraiment apprécié aussi tous les retours que j'ai eu derrière. Même si au bout d'un moment, les sollicitations m'ont beaucoup pesé parce que ça, j'étais pas habituée. Il a fallu un petit temps quand même. Pour accepter, pour surtout digérer ça, mais ça a été un très bon moment. Et aujourd'hui, ça marque. Enfin voilà, mon nom, une médaille olympique, c'est à vie. Et ça, je l'ai bien compris. Et aujourd'hui, ma vie a complètement changé, mais je suis championne olympique et ça m'ouvre des portes pour toute la vie. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est beau, je trouve, de se dire, ok, c'est un acquis qu'on peut plus t'enlever, quoi. Oui, voilà. C'est une fierté, c'est pas pour autant que, entre guillemets, je m'enflamme ou je reste comme je suis. En fait, c'est ça aussi qui a fait beaucoup, c'est que je suis restée moi-même. Okay. Avec une médaille olympique. Ouais. Il y en a qui changent? Oui, j'ai déjà remarqué. Mais en fait, pour les défendre, en fait, on peut vite s'emballer. D'un coup, tout brille. On vous met, devenez entre guillemets une star. Ça change énormément, enfin, votre quotidien. Ouais. Et les plateaux télé, c'est quoi? C'est les plateaux télé? Ouais, les plateaux télé, c'est les hôtels d'un coup tout. Ouais, on t'invite. Ah ouais, vraiment. Comme j'ai dit, j'ai profité. Au bout d'un moment, il fallait que ça s'arrête parce que c'était pas forcément moi. Enfin, ça brillait trop au bout d'un moment. Trop de cadeaux, trop de choses. Ouais. Fallait voilà. Mais mon entourage a fait que voilà, personne. On est resté, comme je dis, voilà. Nous-mêmes, en Bretagne, avec mes amis. Enfin, rien n'a changé et ça, c'était hyper important. Ouais. T'étais pas attiré par ce côté brillant, justement, que certains peuvent plus rechercher? Oui, non, pas du tout. Ok. Moi, je serais tombé dedans direct. Non, mais franchement, c'était tentant. Ouais, même là, je pense que j'aurais pu peut-être, entre guillemets, mieux gérer un peu mes contrats, enfin, aller chercher peut-être plus d'argent, des choses comme ça. Mais en fait, j'étais pas dedans du tout. Enfin, après, j'avais un agent, bien sûr, qui m'a aidé. Mais j'ai jamais... Tu l'avais avant l'agent? Juste avant les JO, ouais. Ok. Ouais, heureusement. Heureusement. Parce que je suis incapable de demander un centime. Je sais pas si je devrais le dire encore aujourd'hui, mais... Ça reste entre nous. Mais je suis comme ça. Donc, pour moi, le VTT, je pensais pas en faire mon métier, je pensais pas en vivre, en gagner de l'argent. Mais après, on se professionnalise et j'ai appris aussi. Donc, voilà, c'est devenu mon métier. L'argent, ça fait partie aussi du sport de haut niveau, c'est hyper important. Mais voilà, fallait vraiment pas que je gère ça. Et puis, et je voulais pas aller démarcher, chercher plus. Enfin, ça m'allait très bien aussi comme ça. Ouais, ok. On devient un peu une businesswoman au bout d'un moment, mais faut aussi garder les pieds sur terre. Et moi, le plus important, c'était de réussir le dimanche. Donc, si toute la semaine, on perd de l'énergie aussi à faire le label, à faire des photos, voilà, ça fait partie du job, même les réseaux sociaux, bien sûr. Moi, je me suis toujours appliquée, mais j'ai gardé ma personnalité. Je me suis pas emballée. Ouais. J'avais pas envie.
Ouais, puis faut accepter des fois, c'est pas dans ta personnalité c'est ça. de faire ces choses-là et que ta zone de génie, elle est sur le vélo. Et que c'est ça. On m'a dans... toujours reproché un petit peu, hein, même de pas me défendre assez, de défendre mon titre olympique, par exemple, pour des sollicitations. Mais non, enfin, moi, j'étais bien dans mes baskets aussi comme ça, donc c'était mon équilibre aussi. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 après ça? Oui, là, ça a été vraiment l'année, le coup dur en fait, dans ma carrière. Il y a eu un trop-plein. Voilà, et une médaille olympique, 2 titres de championne du monde. Et en fait, tout ça, pour moi, ça s'est enchaîné. Il n'y a pas eu de temps de repos. Ma progression, elle a été rapide. Je pense peut-être trop rapide pour moi, puisque ça, comme j'ai dit, d'un coup, il y avait ces qualités que j'ai toujours eues. Ouais. J'ai progressé, j'ai eu une belle équipe, du beau matériel. Voilà, en 4 ans, ça a été impressionnant, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai tout gagné dans le VTT. Mais d'un coup, il y a eu l'épuisement physique. Et là, ça a induit un épuisement mental. Et je me suis j'étais face à un mur, quoi. Et ça m'a fait tout drôle parce que je ne l'ai pas vu venir. Ok. Et c'est parti du corps. Ah ouais, fatigué. Fatigué. Donc, il n'y a pas eu de coupure, comme en plus je le disais avant, qui est très, très important. Et je me suis pas du tout écoutée. Et là, il aurait fallu même que quelqu'un d'autre me dise, Julie, stop et barre-toi un mois sur une île. Voilà, coupe tout. Et je l'ai pas fait. Donc, à bout d'un moment, de toute façon, ça a craqué. Donc, moi, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Il a fallu plusieurs mois. Et là, j'ai vu, oui, mince. Je me suis vraiment ratée là-dessus, quoi. Ok. Et j'ai voulu quand même finir même une saison en 2014. En fait, non, j'ai même en plus repris trop tôt. J'aurais carrément lâché la saison, quoi, complet. Ok. Donc, un burn-out. Je connaissais pas ce mot-là. J'ai vraiment fait une grosse dépression. Dégoûté de ma passion, je voulais plus. J'ai jeté le vélo. Plus rien, plus. Ouais. Je voulais plus voir personne. Je voulais arrêter. Donc, c'est fou d'arriver à cet état-là de dégoût pour sa passion, ce qui vous a amené là. Mais c'était juste logique, en fait. Voilà. C'est le corps qui a parlé. Ok. Ouais. Il y a eu un événement déclencheur? Pas forcément. Ça a été... non, c'est plus ce que j'ai accumulé. Et au bout d'un moment, ça a explosé. Ok. Ouais. Même j'étais en Coupe du Monde, j'étais en Allemagne. On enchaînait en fait une Coupe du Monde en République tchèque, une Coupe du Monde en Allemagne. Et en fait, ça se passait pas bien du tout. Et en fait, je me suis enfermée dans ma chambre à l'hôtel. Le truc qui m'arrive jamais, quoi. Et donc là, l'élément déclencheur, c'est plus que ça a été ça. C'est d'un coup s'enfermer, plus parler. Okay. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Okay. Je vais rentrer chez moi. Et en plus, mon équipe voulait pas me lâcher. Entre guillemets, c'était juste que oui, je pouvais pas rentrer chez moi comme ça. Puis j'avais l'impression d'être séquestrée, alors que en fait, non, ils faisaient vraiment tout pour que je me sente bien. Mais moi, je l'ai vécu comme ça, quoi. Je voulais, mais lâchez-moi, laissez-moi rentrer. Mais en fait, je pouvais pas non plus quitter comme ça le lieu de vie avec l'équipe. C'était planifié et on voulait aussi savoir, voilà, c'était normal de pas me lâcher. Okay. Julie, elle va pas bien, on va l'aider, quoi. Ouais. Et avec le recul, c'était quoi les signes avant-coureurs? Alors déjà, il y a eu des chutes, pas mal, même à l'entraînement. Donc voilà. En fait, j'étais de l'usure déjà. Okay. Donc déjà, ça m'arrivait pas forcément. Vouloir revenir trop vite. Je voyais que par exemple, ce que je faisais à l'entraînement, ou même on parlait des routines, le quotidien, le sommeil, tout ça n'allait plus. Tout ce qui fonctionnait avant ne fonctionnait plus en 2014. J'ai eu des blessures, des tendinites, j'avais jamais ça, des inflammations, des douleurs. Et donc forcément, ça m'énervait. Donc déjà une perte d'énergie là-dedans, mais j'arrivais pas à récupérer, à me reposer. Ouais, c'est vraiment le corps. Donc voilà. Donc après, c'est un cercle vicieux. Ok. Ouais. Et... Mais donc tout à fait normal de ce qui m'est arrivé. Je pouvais pas y passer à côté. C'est maintenant, je le dis, parce que il y a eu de l'analyse, il y a eu beaucoup de recul, beaucoup de prise de conscience. Mais je pouvais pas y échapper. Maintenant, est-ce que j'aurais pu faire différemment? Oui, certainement. Est-ce que j'aurais eu ces réussites-là? Je ne sais pas aussi.
Enfin voilà, c'est ça. Après, je sais pas. Par contre, j'aurais pu avoir une plus longue carrière. J'aurais pu être performante plus longtemps. Ça, c'est sûr. Voilà, comme je disais, j'ai excellé en 4-5 ans. Mais j'aurais peut-être pas tout gagné. Ok. Ouais. On sait pas. Ouais, J'aurais juste préféré être plus consciencieuse de mon corps, avoir plus peut-être d'informations, de conseils. C'est vrai que quand vous allez bien, tout va bien, c'est tout feu, tout flamme. Il y a des choses à côté qu'on pense pas. Même on parlait de la récup, la diététique. Voilà, vous avez un poids de forme, un truc, tout va bien en fait, tout roule, mais ça dure qu'un temps. Et quand ça lâche, ça lâche. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. Donc après, pour rattraper ça, ça a été long. Méga long, quoi. Ouais. Quel conseil tu donnerais à la Julie fin 2013, tu vois, qui se sent encore bien pour éviter ça? Ouais. Bah, j'aurais aimé avoir vraiment la tête sur les épaules puis me dire j'ai le droit de couper. J'ai le droit de me reposer, de partir en vacances. Et de prendre soin de moi, enfin de lâcher prise. C'est lâcher prise, ça j'ai pas su faire. C'est toi qui te l'imposais? Ouais. Okay. Oui, c'est moi. C'est moi qui n'arrivais pas à couper. Ok. Ouais, si. J'étais un peu dans le tourbillon aussi. Hein. J'étais aussi contente de ce que j'avais fait. J'avais profité. Et il aurait fallu que quelqu'un d'autre le fasse à ma place, quoi. J'étais trop jeune, trop impatient, trop pressée encore là, voilà, de faire des choses, de reprendre l'entraînement alors que je venais à peine de finir. J'étais sollicitée même pour aller à travers le monde entier pour aller voir des partenaires. Oui, c'est bien, mais derrière, il faut laisser le temps à Julie de récupérer, de reprendre peut-être sa saison un peu plus tard parce qu'elle a performé énormément. Ben non, ça j'ai pas su faire. Et puis comme je disais, les années elles se ressemblent pas. Le corps change aussi. Il y a ça aussi qui a fait que j'étais différente aussi d'une année sur l'autre. Mais je l'acceptais peut-être pas ou j'avais pas la conscience. Voilà. Et une femme performe pas comme un homme. Il faut aussi se le mettre dans la tête. Ça, les entraîneurs, je pense, qu'on mis un petit peu de temps aussi à comprendre. Que du coup des cas comme moi ont permis aussi de faire remonter certaines choses, d'essayer d'équilibrer un peu plus les entraînements hommes-femmes, enfin de plus les adapter, surtout pour les femmes. Et puis aussi une femme, elle est plus émotive sur ce qu'on nous dit, les mots, des choses des fois aussi qui m'a peut-être blessée, mais pour quelqu'un c'était normal, et plein de petites choses comme ça aussi qu'on fait que la coupure des fois elle était difficile pour moi, et puis Ok. Mais Est-ce que tu avais des examens quand même sanguins En fait, je te demande ça. J'ai interviewé Marie-Laure Brunet, que tu connais peut-être. Oui. Elle fait un burn-out sportif en plein pendant les Jeux, sur le relais féminin, qui était le relais favori et tout. Bon, c'était à Sochi, en Russie. Il s'est passé plein de trucs bizarres là-bas. Mais c'est elle qui le dit dans le podcast, hein, c'est pas moi. Ouais. Mais elle disait qu'en fait 3 mois avant, elle fait des tests sanguins sur ses hormones, sur sur toutes les données quoi qu'on peut lui faire. Et le médecin lui dit là vous êtes en plein burn-out en fait. Là c'est la cata. Et elle le sait en fait. Elle le sait que tous les indicateurs l'amènent un peu au. Maintenant, je pense que les médecins forceraient à l'arrêt, tu vois. Toi, t'avais pas ce genre de test un peu qui. Si, il y avait quand même un suivi, mais pas assez poussé. Il a fallu justement que tu craques, que je sois vraiment, ou même que je sois malade, que j'ai des soucis de santé, pour qu'on aille vraiment chercher et pousser les analyses sanguines, faire plus de choses pour les femmes aussi, voilà, parce que on n'est pas égaux aussi. Enfin, on va avoir peut-être plus je sais pas, comme tu dis, hormonalement, ça, il faut aller chercher un peu plus ça chez les femmes. On parle aussi des fois de fractures de fatigue. Donc nous, par exemple, une ostéodensitométrie, c'est primordial. Enfin, il faut suivre le squelette de la femme plus qu'un homme. Et donc, non, ça a été un peu tard pour moi. Maintenant, je vois qu'ils sont extrêmement mieux suivis, les jeunes femmes. Et ça fait plaisir.
malheureusement, moi, j'en ai subi peut-être un peu les conséquences. Mais oui, ça, j'aurais aimé, par exemple, avoir plus d'infos plus tôt dans ma carrière. Mais bon, c'est comme ça et ouais. Selon toi, ouais, les entraîneurs, l'accompagnement du haut niveau à l'époque n'était pas au niveau pour traiter ce genre de cas, quoi. Je pense qu'on avait quand même tous les moyens, en tout cas, enfin même toutes les connaissances, mais il n'y avait pas eu forcément, par exemple, en VTT, des cas comme le mien. Une femme, voilà, qui excelle aussi en VTT. Donc ça arrivait un peu sur le tard, quoi. Et malheureusement, ce manque de suivi médical m'a beaucoup pesé après dans ma carrière. Ok. Ouais. J'en ai vraiment subi les conséquences du haut niveau, du sport à outrance. Enfin, le haut niveau, c'est pas du sport, oui, on fait du mal à son corps. C'est ça, faut en prendre conscience, quoi. Donc derrière, c'est sûr qu'il y a des soins, comme je disais, au quotidien, on est obligé. Si on parle de nutrition, on est obligé de complémenter. Même si on mange très bien, on peut pas apporter tout ce qu'on a besoin. Tellement tu transpires. Non, non, mais voilà, il y a plein de choses. Donc d'où les prises de sang, voilà, et les carences en fer chez les femmes, ça arrive souvent. Enfin, donc faut être hyper vigilante là-dessus. Et moi, j'en ai pris conscience et à la fin, vraiment, le haut niveau, c'était oui, j'aime ça, j'adore ça, mais ma santé avant tout. Et après, j'ai jaugé vraiment ma fin de carrière avec ça. J'aurais pu performer, je pense, mais il aurait vraiment fallu que je pousse encore très loin mon corps. Et je voulais plus. Tu sentais que t'avais plus ouais, envie. et puis derrière, j'avais, moi, voilà, une fois que je voulais arrêter le vélo, je voulais avoir une autre vie. Devenir maman, c'était aussi un rêve. Et ça, le corps, il a besoin de toute son énergie pour réussir aussi ce projet-là. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça a été quoi le moment le plus difficile, ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, tiens, là, je touche le fond, là. Tu vois, si je rapporte, tu vois, l'histoire un peu à la mienne, tu vois, c'était moi, ouais, effectivement, il y a eu un jour où j'ai pas pu aller bosser, je suis resté au fond de mon lit et je pleurais et je comprenais pas en fait pourquoi même me lever, ça me paraissait un effort insurmontable. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, enfin là, il faut vraiment que tu te fasses accompagner, il faut vraiment que tu mettes tous tes efforts là-dessus pour retrouver tes capacités physiques et intellectuelles, parce que sinon j'étais un sous-être humain, quoi. Toi, est-ce qu'il y a eu un jour, un moment où tu t'es dit, waouh, là, j'ai jamais été aussi mal, quoi? Ouais, 2014, là, il y a eu cet épuisement, là. J'ai jamais ressenti ça. Hein. Ah ouais, vraiment un légume. Et puis derrière, des maladies infectieuses, par exemple une mononucléose, des trucs, je chopais tout. Donc un système immunitaire, mais totalement affaibli. Donc là, là, toutes les sonnettes d'alarme, elles sont au rouge, là. Là, faut tout arrêter. Et oui, quand on peut plus rien faire, on a du mal à se lever, à s'alimenter. Voilà, c'est compliqué. Hein. Ouais. Mais c'est pour dire que oui, on est capable d'aller très loin dans son corps, mentalement. Mais quand on arrive à un épuisement comme ça, il faut savoir dire stop. Enfin, oui, c'est même vitalement, c'est vraiment pas bon. Donc ça peut nous détruire. Ça, faut faire attention. C'est beau le sport, mais le haut niveau. Hein. Bien sûr, je parle toujours de haut niveau quand je dis. Parce que maintenant je fais du sport amateur, mais j'adore. Non, mais même, dans, même dans le sport amateur, tu peux te mettre des pilules, bien sûr, quoi. Oui. Mais je pense, moi, il y a vraiment pour moi, il y a le sport santé. Voilà, que tu pratiques pour ta longévité et le sport dans le but un peu de performer, quoi, de repousser tes limites. Et que ça soit sur un ultra trail, que ça soit sur une compète de VTT au JO ou à un niveau même amateur, tu peux te détruire la santé, quoi. Si tu vas trop fort. Oui. Non, après le conseil, c'est d'écouter son corps, mais je peux comprendre des fois on n'a pas forcément envie, ou on est un peu blessé, on doit se reposer. Bon, non, allez, je vais quand même aller m'entraîner, rouler, parce qu'on aime ça aussi, se dépenser. Et non, en fait, ça, c'est que retarder. Donc, c'est vraiment apprendre à se connaître aussi, savoir ce qu'on veut. Mais voilà, si on veut réussir et qu'on est dans cet état-là, de toute façon, il faut tout remettre les compteurs à zéro. Ouais, bien sûr.
Je voulais te poser la question, tu vois, et c'est une question un peu fragile parce que forcément, tu vois, à un moment, je regarde ton palmarès, on voit que effectivement, tu traverses une période de crise interne très très forte. Et j'ai l'impression, en lisant, tu vois, un peu la presse, que tu essayes de revenir plein de fois et qu'à chaque fois, c'est un peu trop tôt, en fait. Ouais. Et en lisant ça, je me suis dit, en fait, le conseil, c'est qu'il faut vraiment couper à 200%. Oui, ouais. Tu confirmes ça? Ah oui, ouais, j'aurais dû couper beaucoup plus tôt. On m'oublie une saison, mais c'est pas grave. Je suis tranquille, je me prépare chez moi, je repars l'année d'après. Ouais. Ah non, mais ça, c'est facile maintenant à le dire, mais oui. Bien sûr. Ouais. Donc j'ai toujours voulu revenir. Après, je voyais en fait en moi les capacités. J'ai compris que j'avais un moteur, ça c'est sûr. Mais j'ai toujours été après embêtée par comme je disais, une petite maladie, un truc, mais que j'ai jamais eu avant. Et donc que des pépins de santé, j'ai fait que ça. Ça allait bien 3 mois après, hop, un truc. Alors que j'étais encore performante. En fait, je le savais, je le sentais au fond de moi. Bien sûr. Mais j'ai pas réussi à calibrer les saisons comme il aurait fallu. Donc bon, ça c'est peut-être un peu ça le seul regret que j'aurais dans ma carrière. Quoi. J'aurais pu de te faire un break à ce moment-là. Ouais. Mais bon, ça s'est passé comme ça et j'ai quand même passé des beaux moments même dans ces saisons difficiles parce que voilà. Après, on est un peu oublié, ça c'est dur par contre. Quand on excelle, on est vite après en bas de l'échelle. Donc ça, voilà, on se rend compte un peu des fois qu'il y en a, ils sont là que pour les victoires. Puis après, on vous oublie un petit peu. Ça, on apprend, ça forge aussi le caractère. Ça fait partie aussi voilà, du milieu professionnel. Bien sûr. Donc, je me suis reconstruit aussi avec ça. Et c'est une force, hein, parce que même pour finir ma carrière, franchement, j'avais tout vu, je pense, tout ce qu'on pouvait vivre dans une carrière. Mais franchement, c'est bien aussi, c'est une expérience de fou, hein, en 15 ans, tout ce qui s'est passé, quoi. Bien sûr, ouais. Donc j'aurais pu carrément, encore gagner des courses, ça c'est sûr. C'est au fond de moi. Même, de toute façon, le potentiel, il était là. Mais ça s'est pas passé comme ça, mais c'était pas pour autant déplaisant. J'ai fini ma carrière comme j'ai voulu. Et j'ai fait le tour. J'ai fait tout le tour. Donc c'est pour ça que je suis partie tranquille. La boucle est bouclée. Ouais, c'est ça. Je voulais te poser une dernière question sur le sujet, tu vois. J'avais écrit un post, tu vois, qui était un peu accrocheur, mais en gros, je disais, il y a un truc que les médecins diront jamais sur la dépression, le burn-out, c'est que une fois que tu y as goûté, c'est un peu comme la clope, l'alcool ou la cocaïne, tu vois, ça peut être très addictif. Et tous les jours, il faut se battre pour être heureux et généralement, on a beaucoup plus conscience de son bonheur et des petites choses qui nous rendent heureux. Parce que chaque jour, en fait, on redémarre un petit peu de zéro et on se rend compte qu'on peut avoir certaines fragilités. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Et tu vois, et je m'estime jamais autant heureux et autant reconnaissant que maintenant parce que je suis passé par des périodes un peu dures et que maintenant, j'ai une routine du bonheur qui est ultra développée. Ouais. Ma routine d'athlète, elle était très développée, mais là, c'est ma routine du bonheur où je prends vachement soin de ma santé mentale. Est-ce que... Et moi, pour être honnête, je me sentirais jamais. Je sais que je dois jamais lever la garde, tu vois. Est-ce que toi, t'as aussi un peu ce sentiment-là où tu penses que c'était vraiment le corps et que dans la tête tout va bien? Parce que moi, ça partait de la tête, c'était différent. Tu vois. Non, moi, j'ai vraiment une fois que j'ai compris tout ce qui s'était passé, pourquoi j'étais arrivée dans cet état-là. En fait, j'ai réussi à switcher. Il y a eu un reset, quoi. Ouais. Donc vraiment, non, j'ai vraiment une deuxième partie de carrière complètement différente. Ok. Donc non. Et par contre, comme je disais, j'ai appris énormément sur moi. Et ça aide au quotidien, comme tu le dis. C'est voilà, ce genre d'état, on veut plus le vivre. Et voilà, on sait que ça peut arriver. C'est des voilà, faut quand tu dépasses les limites, après, tu t'as compris. Ouais. Donc non, moi c'est vraiment une partie de ma vie, mais que c'est vraiment passé, quoi. Ouais. Ouais, c'est trop et bien. je suis voilà, même aussi moi je suis différente.
Voilà, on parlait de la féminité, mais j'ai appris à être une femme. Enfin, voilà. Donc ça a été une autre Julie après. Ouais. Ok. Après cet épisode-là. Trop beau. Ouais. Trop bien. Bah écoute, merci de le dire en tout cas. Tu vois, et ça donne, je pense, beaucoup d'espoir. Voilà, si vous écoutez et que vous êtes dans un petit passage à creux, sachez que rien n'est défini, tout est temporaire. Ça peut arriver. Ouais. Voilà. Ce qui est dur de se dire, effectivement, et notamment, je pense que dans ton cas, ça doit être encore plus dur, c'est quand on a vécu le sommet. Je pense que le fait de mettre son objectif sur juste aller mieux et sortir de ça, il y a un côté frustrant parce que tu as connu bien meilleur. Tu vois, et t'aimerais focaliser ton esprit sur les sommets plutôt que sortir du creux. Quoi. Ouais. Ça, c'est pas évident du tout. Ouais. Okay. Le regard des autres aussi, il faut apprendre à vivre avec ça. Enfin, faut passer au-dessus de ça. Moi, d'ailleurs, j'ai dû même travailler avec un psy là-dessus. C'était arrêter de penser ce que pensent les autres de moi, quoi. Ouais, bien sûr. C'est comme ça. Je suis plus la meilleure. Je me reconstruis. Ouais. Donc, il faut. Ça demande quand même du travail quand on est dans des phases comme ça, mais on s'en sort très bien. Et bon, faut pas hésiter à se faire accompagner aussi. Quand on sait ce qui se passe. Après, voilà. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Bien sûr. Ouais. C'est quoi tes routines du bonheur aujourd'hui ? Ouais, bah là, c'est de me lever et de voir mon petit garçon qui sourit. Voilà, c'est ce qui m'épanouit là aujourd'hui. Voilà, il a 3 mois et demi. Donc c'est une nouvelle vie. Tout a changé pour moi. J'aurais pas pensé. De toute façon, tant qu'on n'est pas parents, on sait pas ce qui nous attend. Ouais. Mais oui, voilà, là, c'est de m'occuper de mon enfant. C'est vraiment du bonheur. Ok. Ouais. T'as dit que t'avais préparé ta maternité comme on prépare des Jeux Olympiques et que la préparation a été plus compliquée. Est-ce que tu peux m'expliquer cette phrase ? Je suis curieux de savoir. J'aime beaucoup parler de parentalité parce que je le suis. J'ai fait des super épisodes d'ailleurs avec Anaïs Chevalier-Bouchet qui a eu un enfant entre ces 2 Olympiades, avec Mélina Robert-Michon aussi, tu vois, avec qui on a pu vraiment parler en profondeur, tu vois, de la maternité en tant qu'athlète. Toi, comment est-ce que tu l'as abordé du coup ce projet ? Vas-y. Déjà, j'admire ces femmes qui ont eu un enfant pendant leur carrière, qui ont repris derrière. Pour moi, c'est exceptionnel. Et moi, en fait, le haut niveau, ça m'a beaucoup aidé parce que déjà, on apprend sur son corps énormément. Et en fait, de connaître son corps par cœur, de voir ce qu'il est capable de faire, enfin voilà, pour une grossesse, c'est juste impressionnant. Enfin, moi, j'ai été vraiment fascinée par tout ce qui s'est passé pendant ces 9 mois. Et oui, c'est difficile, une grossesse. Voilà, il vous arrive beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves. Voilà, un premier trimestre qui a été vraiment juste hyper difficile. Il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de doutes aussi. Et en fait, ce mental que j'ai aussi de battante, même que le sport professionnel m'a apporté, ça m'a aidé en fait durant cette grossesse, quoi. En fait tous les jours ou toutes les semaines il y avait une nouveauté et il fallait faut aller au bout de ces 9 mois. Et en fait j'ai vraiment je me suis mis ça dans une tête, c'est top départ et je vais être là à l'arrivée dans 9 mois. Et tant que la ligne n'est pas passée, tout peut arriver. Et en fait, j'ai construit vraiment cette grossesse comme ça. Parce que, voilà, il y a eu des petits pépins physiques, des choses, plein d'aléas. Et j'ai trouvé ça, extrêmement dur, quoi. Une épreuve, franchement, pour une femme, pour son corps aussi, pas évidente, quoi. Après, ça peut très bien se passer. Je pense que chaque grossesse est différente, mais... Mais les JO, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile. Donc c'est rigolo comment je l'ai comparé, mais oui, pour moi, voilà, c'est comme je dis, c'est une nouvelle vie. Il y a eu cette partie athlète, cette partie femme, cette partie maman, et c'est exceptionnel tout ce qu'on peut faire. Enfin, le corps féminin, c'est incroyable. Je suis d'accord. Ouais. J'ai vu que tu reroulais en plus déjà. Un petit peu avec le petit en charrette, voilà, pour démarrer. Ça me permet de prendre l'air avec lui. Bon, je roule, c'est en électrique, mais c'est déjà bien. Ouais. Et là, je vais avoir un petit peu plus de temps pour reprendre un peu le sport parce que ça me manque. C'est plus la reprendre
un peu une hygiène de vie pour soi. Parce que là, on s'oublie vite quand on a un enfant. Tu dois connaître ça, donc voilà. Donc c'est plus envie, voilà, de reprendre soin de soi. Il y en a besoin. Ouais. Et puis le sport, ça me manque, donc ça va être. Mais maintenant, si c'est 1 à 2 fois par semaine de faire du sport, ça me comble et puis j'en suis vraiment contente, quoi. Mais c'est pour ça que je te posais la question des routines du bonheur, parce que enfin, en tout cas, moi, ce que ça m'a fait apprendre la parentalité, c'est quoi? J'avais besoin d'avoir, tu vois, ces 15, 20, 30 minutes pour moi où je vais peut-être écrire, où je vais méditer un peu, tu vois, pour vraiment me concentrer sur ce qui me rend heureux, ce qui m'apaise et ce qui me permet de me sentir bien. Et avec les enfants, c'était le genre de routine qui sautait souvent, quoi, tu vois. Oui. Et là, maintenant, je suis devenu beaucoup plus rigoureux, quoi, avec ça. Oui, c'est vrai qu'on a besoin de temps pour soi. Ça, c'est aussi important, même quand on est parents. Ouais. Ok. Bon, au début, là, c'est un peu difficile à trouver, mais ça va venir, oui. Ok. Ouais. C'est quoi tes projets pour la suite? Alors, on va dire que je suis en pleine réflexion, quand même, parce que avec mon petit garçon qui a besoin aussi un peu de soins et de nous là au quotidien, je peux pas me permettre de travailler, d'avoir des contraintes horaires. Donc pour l'instant, c'est tout tranquille. La priorité de toute façon, c'est lui. Maintenant, j'ai aussi donné 15 ans de ma vie, j'ai envie maintenant de profiter aussi de cette nouvelle vie. Ouais. Mais derrière, je suis encore passionnée du VTT, j'ai envie de faire des choses dans le VTT. Donc, je vais travailler à mon compte, je vais développer des choses avec la marque Rockrider avec qui j'ai déjà lancé des choses après ma carrière. Ouais. Donc, je vais continuer avec eux sur du développement produit, donc ça, c'est intéressant parce que je peux le faire aussi à distance. Voilà, tester des produits, développer des produits. J'aime beaucoup. Et après, plus sur le terrain, parce que je suis quand même quelqu'un de l'extérieur, c'est accompagner des jeunes, c'est faire des stages avec des femmes. J'ai beaucoup d'idées. Okay. Peut-être un peu trop, mais je vais me laisser le temps du printemps-été pour mûrir des choses. J'ai compris aussi que même avec un enfant, on peut pas faire comme on veut. Même si c'est dans 3-4 ans, ce sera dans 3-4 ans. En fait, j'ai encore toute la vie aussi pour faire des belles choses professionnellement. Ça marche. Et allez, peut-être un petit engagement envers toi-même, ce serait quoi l'idée à laquelle tu tiens le plus? Comme ça, je pourrais t'appeler dans 6 mois et te dire est-ce que tu as pu l'étudier, l'explorer, cette idée? Vraiment, moi, ce que j'aimerais, c'est trouver un petit terrain, une petite ferme, un gîte. Vraiment quelque chose qui me ressemble et où je pourrais faire des stages de VTT, organiser des petits événements, partager. J'adore partager, en fait. C'est ce que j'ai aussi envie de faire, c'est transmettre juste ce que j'ai pu vivre et puis donner envie à d'autres gens de faire du VTT, faire découvrir mon sport, faire du tourisme aussi. Mais voilà, l'idée serait vraiment d'avoir mon petit centre à moi, développer vraiment une structure. Ok. Mais très familiale, très nature. Mais ça, faut trouver le bon endroit. Donc, faut prendre son temps. Ça peut, en fait, moi, je me dis, je me mets pas de timing. Ce sera plus au feeling. Ce sera aussi, s'il y a l'opportunité qui vient à moi. En fait, je vais prendre les choses vraiment comme elles viennent. Continuer à suivre aussi ce parcours de vie, ces portes qui s'ouvrent à moi aussi. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est des fois un coup de fil, un mail. Je suis toujours surprise un peu des sollicitations que je peux avoir, mais c'est intéressant. Ça permet aussi de voir d'autres choses, des fois de penser pourquoi pas tester ça, faire un peu de commerce. Enfin voilà, je suis ouverte à tout aussi. Okay. Donc je vais me laisser en tout cas le temps de découvrir encore. Ok, écoute, trop bien. Dans ces cas-là, si jamais vous avez écouté, que vous avez bien aimé les petits projets de Julie, n'hésitez pas à aller suivre sur Instagram, on peut dire, ou sur Facebook, pour voir un peu tes actus. Je pose une dernière question à tout le monde pour clôturer les interviews. C'est de savoir, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique. D'ailleurs, j'ai une petite news. J'ai été sélectionné pour être relais de la flamme pour Paris 2024. Je suis très touché. Ouais. C'est ma petite contribution. J'aurais vécu un peu les jeux à ma façon.
C'est un peu un passage de flambeau. Qui est-ce que tu me recommandes d'aller voir pour parler performance, pour parler bien-être de l'athlète, voilà, pour parler vraiment de tout, de rien. Mais il faut que ça soit un ou une athlète, bien évidemment. Et ça peut être quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu connais pas, quelqu'un que tu as envie de découvrir à travers un podcast pendant ta prochaine sortie vélo, ou à l'inverse, quelqu'un que tu aimes beaucoup et que tu me recommandes parce que tu dis tiens, cette personne elle a des choses très intéressantes à raconter. Tu as carte blanche. Et tu peux me donner plusieurs personnes aussi si tu veux pas choisir. Non, j'en ai une. Marie Dorin Habert. Ok. Une athlète que j'ai découvert sur un raid de VTT. J'avais entendu parler, j'avais regardé un petit peu, parce que biathlon j'aime beaucoup. Ouais. Mais en fait j'ai découvert une femme, une athlète, mais qui me ressemble tellement. Un parcours de vie pareil, enfin des valeurs similaires. Et en fait j'ai adoré partager cette semaine sur un raid de VTT. Et d'ailleurs on est resté en contact. Elle a écrit 2 bouquins, je les ai lus, enfin je me retrouve dedans. Donc en fait c'est super en fait, c'est juste que elle est très très simple, très nature comme moi. Et pareil, c'est dans ces échanges, enfin même c'était juste en tout cas une belle rencontre. Et donc Marie, ça peut être vraiment quelqu'un qui peut aussi faire un très joli podcast. Elle a plein de choses à vous raconter. Eh ben, écoute, merci infiniment. Elle a déjà été en plus citée, donc là, ça va me faire une petite occasion pour pouvoir la relancer. Et je doute pas une seule seconde que ça doit être hyper intéressant. Merci beaucoup, Julie. De rien, merci à vous. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Ciao.